19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On ce mercredi 26 février, oui, toujours sur l'antenne de Beurre FM, votre quotidienne sportive. 19h, 20h, c'est le créneau de Time Sport. Avec vous, chers auditrices et auditeurs, on abordera le cas des Napolitains face au FC Barcelone. Le Barça se sort du piège napolitain grâce à Antoine Griezmann, notre grisou national. Le Bayern qui cartonne du côté de Chelsea à Londres, 3-0, sans oublier aussi le match de ce soir avec un certain Zinedine Zidane qui accueille Pep Guardiola. Et oui, les Citizens de Riyad Mahrez seront du côté de Santiago Bernabéu. Et aussi l'OL, l'autre club français, faut pas l'oublier, de Rudy Garcia rencontrera la vieille dame italienne avec la Juventus de Turin. Et on parlera un petit mot sur le RC Lens et la Dominos Ligue 2. N'oubliez pas le 01 53 48 3000 pour réagir aussi sur la twittosphère avec toute l'équipe de Time Sport. Aujourd'hui avec moi, on aura nos invités de marque, Arnaud Romera, grand journaliste sportif pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, et sans oublier aussi Géraud Wioami qui est avec nous ce soir, qui nous parlera aussi du Bénin et de cette sélection, dans le sourire aussi. Le 01 53 48 3000 et c'est parti, gogo Time Sport. Time Sport. Avec moi ce soir sur ce magnifique plateau, il y a du monde, et oui, le studio de Beurre FM s'est rempli. Allez, nos deux consultantes, Myriam Bensala et aussi Alison Nkunku, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci. Myriam, ça va? Ouais. Ouais, comme je le disais, de magnifiques invités. Arnaud Romera est avec nous aussi ce soir. Comment ça va, Arnaud? Bonsoir Bilal, on est en bonne compagnie, tout va bien. Ouais, c'est super. Il y a beaucoup de monde. On va voyager ce soir hein, en la personne de Juan José Dorado. Comment ça va, Juan José? Hola, buenas tardes a todos. Ça va bien, on n'a pas perdu. Et Géraud, notre invité aussi ce soir avec nous, qui va nous parler du Bénin. Comment ça va? Bilal, ça va et je suis bien arrivé, bien accueilli. Ah ben, on espère que tu es bien arrivé. Tu es avec nous dans ce studio, avec ton compère, justement. Bruno Aoyo, comment ça va? Oui, la nation béninoise en force. Ah, là en force ce soir. Bilou, ouais, ça, on peut pas rater. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Le petit clin d'œil aussi au coach Tolé qui parlera dans cette émission, ça c'est promis. Abdelhamed, comment ça va, Abdel? Salut Bilal, bonsoir à tous, ça va très bien. Ouais, tu n'as pas une voix de fatigué, hein, j'espère. Non, jamais. Hein. Ouais. Ça va, ben on verra bien. Ben on va s'attarder sur ce magnifique match. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Un peu triste. Des Barcelonais du côté de Sao Paulo, du San Paulo à Naples. Alors, c'était plutôt un match triste parce que le Barça n'était pas du tout au niveau qu'on attendait. Déjà, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois même, donc ils ne sont pas du tout à leur niveau habituel. Et puis, le pire de ça, ce n'est pas le résultat, puisque le résultat nous permet encore de nous qualifier, puisque je regardais les statistiques UEFA et donc 77% des clubs qui font match nul à l'extérieur se qualifient. Mais le pire de tout ça, c'est le retour. Parce que c'est un match nul dans le sens où on a perdu donc Piqué qui est blessé, qui pourra pas certainement jouer le week-end prochain le Classico, parce qu'il y a le Classico qui arrive ce week-end pour les Barcelonais. Et puis on a aussi Busquets qui a pris un carton jaune et donc il ne pourra pas jouer le match retour. C'est le cas aussi d'Arturo Vidal qui ne pourra pas non plus jouer le match retour. Et encore pire, Messi a pris un carton jaune, ce qui signifie que s'il prend un deuxième la prochaine fois, il ne jouera pas les demi-finales. Il y a eu des cartons, ça c'est pas C'est un match qui, sauf le résultat, pour le reste, c'est plutôt très mauvais. Ouais, Alison. C'était un match nul, surtout dans le contenu. Un match pauvre. Côté Napoli, c'était le catenaccio italien comme on le connaît. Ils ont joué avec leur force. Hein. Napoli est un peu en difficulté en Serie A, donc ils ont mis le bus derrière et ils ont contre-attaqué. Et du côté du FC Barcelone, c'était une possession totalement stérile. Il y avait aucun appel en profondeur avec Griezmann qui était placé dans l'axe pour ce match-là. Aucun attaquant a fait d'appel. Il y avait aucune projection. On avait du mal à dépasser la ligne médiane. C'était vraiment un match très très pauvre surtout du côté catalan. Ouais, Griezmann, Arnaud Romera, justement, un mot à dire concernant l'international français, si on peut en parler, avant de parler de boxe, bien sûr. J'aime bien le joueur, j'aime bien le personnage, j'adore Barcelone. Je pense que ça va pas être un problème partout pour eux. Match retour au Camp Nou, voilà, ça va. Même si les Italiens vont vraiment jouer la défense béton, bien sûr. Je pense que à 2-3-0, facile. Bon, on verra bien, ouais. Alison, Myriam, réaction concernant ce match?
après les propos d'Arnaud. Surtout concernant Griezmann. Griezmann, il a du mal à trouver un peu sa place au FC Barcelone, même s'il a marqué. Il a mis du temps, oui. Même s'il a marqué ce soir, il y a encore cette relation avec Messi qui perdure et qu'on critique un peu. Griezmann, c'est quand même un champion du monde. C'est quand même un très bon joueur. Il a prouvé à l'Atlético qu'il était bon. Faut qu'il tape du poing. Faut que son ego ressorte. Il faut qu'il s'impose. Faut qu'il s'impose au FC Barcelone pour pouvoir s'épanouir surtout. Ouais, Myriam, on t'écoute concernant ces Barcelonais. Bien, faire un match nul à l'extérieur, c'est plutôt un bon résultat. C'est plutôt un bon résultat de faire un match nul à l'extérieur. Et puis, pour moi, le Barcelone joue meilleur quand ils accélèrent, quand ils sont percutants vers l'avant, quand ils jouent à une touche de balle et qu'ils vont vers l'avant et qu'ils montent. Le but, qui est un débordement sur le côté, en prouve, est un bel exemple. S'ils prônent ce jeu-là, qui est vraiment leur marque de fabrique dans leur ADN, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Ça a perdu un peu de cette marque de fabrique. Là, ça a un peu perdu. Ouais. C'est pas le plus beau des matchs qu'ils ont fait, mais c'est sûr. Mais le fait qu'ils font un match nul, on s'attendait à mieux. Ouais, Géraud. Oui, déjà il faut rappeler que Barcelone a joué ce match-là avec 12 joueurs professionnels disponibles et que devant l'entraîneur n'avait pas 10 000 solutions. Griezmann est baladé un peu à gauche, à droite dans l'axe. Sur le banc, il n'y avait que Ansu Fati. Moi, je l'aurais mis titulaire pour mettre un peu d'insouciance sur la ligne d'attaque du FC Barcelone. Ça n'a pas été le cas hier. Pas faux. Ça a beaucoup tâtonné. L'équipe s'est un peu améliorée après l'heure de jeu, après la sortie du numéro 4. Et je pense qu'au match retour, ce sera encore plus difficile parce qu'il faudra faire plus pour gagner un match à domicile parce que les Italiens, ils vont faire comme ils ont fait à l'aller. Je ne pense pas qu'ils vont se réinventer en 3 semaines. Ils vont faire comme ils ont fait à l'aller, mais il ne faut surtout pas que le FC Barcelone mette du temps avant de marquer au match retour, sinon ça risque de se compliquer. Ouais. Abdel, avant de passer au Bayern. Par rapport au match d'hier, là, ça a été sans saveur, franchement. Après, faut pas blâmer Naples, qui est quand même en grande difficulté ces derniers temps, qui ont commencé le match sans Alan et Koulibaly qui était blessé. Après, il y a eu la sortie de Mertens blessé, qui a eu un impact sur le jeu, mais Barcelone, logiquement, devrait au retour se qualifier parce qu'on sait qu'en général, ils viennent à l'extérieur, ils viennent faire leur petit tour, là, ils viennent découvrir le pays dans lequel, contre laquelle ils jouent, et après, ils accélèrent au Camp Nou. Mais Ansu Fati, il aurait pu jouer hier, mais je pense que Schieten, là, le coach, c'est son premier match en Ligue des Champions, il voulait peut-être prendre la température avant d'envoyer toutes ses forces. Mais attention à Naples, ça peut être on n'est pas face au meilleur Barcelone du tout de l'histoire. Et attention à Naples qui peut créer un coup et se dire, voilà, peut-être qu'on n'a plus rien à jouer en championnat, mais en Ligue des Champions, si on peut créer la surprise, on va le faire. Bien sûr. Ouais, le Bruno Avio. Non, alors cette équipe de Naples, franchement, en plus, bon, c'était un match je trouvais un match un peu bizarre où finalement Barça avait du mal à développer du jeu, et puis finalement Naples, dans les dernières minutes, il y a Maximovic qui se sacrifie 2 fois pour empêcher la défaite. Je pense que si le Barça se remobilise correctement, ils doivent passer, et puis ils ont plus d'excuses. Quand tu vois le Barça de Valverde qui à chaque fois se faisait remonter, là c'est l'occasion à Quique Setién de se marquer, et il faut que le Barça passe au... On termine sur le Barça avec Myriam et Juan José. C'est surtout aussi mettre en lumière la belle performance de Mertens, parce que c'est pas faux. C'est aussi c'est un très beau but, une belle frappe, et puis surtout il rentre dans l'histoire de Naples en égalant le record de Diego Maradona. Marek Hamsik. Je croyais que c'était celui. Marek Hamsik avec 121 buts inscrits. Qui rentre dans l'histoire de Naples. Merci Myriam pour la correction. Juste à signaler pour la fin sur ce match, vous avez parlé effectivement du 11 de départ. Il faut qu'il y ait une grosse différence entre Valverde et Quique Setién. On disait que Quique Setién est un entraîneur qui va plus vers l'avant avec ses joueurs, mais il a fait des choix depuis qu'il est arrivé qui sont complètement différents de Valverde. Déjà, il préfère Umtiti à Lenglet, même si on savait que Lenglet était beaucoup plus en forme qu'Umtiti qui a été blessé cette saison. Il préfère Arturo Vidal à Ansu Fati qui avait été, disons, l'homme espoir de Valverde ces dernières semaines avant qu'il soit viré en hiver. Et encore mieux, en fait, il préfère Rakitic à Arthur qui était le titulaire normalement avec Valverde. Donc il a fait quand même des choix importants au sein de cette équipe de Barcelone, et pour l'instant ça paye, si vous voulez, parce qu'ils ont repris la tête du championnat espagnol, mais c'est vrai que leurs prestations hier ou leurs prestations la semaine dernière, etc., elles sont pas bonnes, même si effectivement le résultat permet de garder de l'espoir pour le match retour où il devrait être qualifié. Un autre 8e de finale qui a fait des ravages aussi hier. Time Sport. Eh oui, Arnaud Romera, le Bayern qui cartonne Chelsea à Londres, 3-0. Quelle revanche pour celui qui a quitté Londres et Arsenal par la petite porte, et surtout
explosé depuis son départ d'Angleterre. Abdel? Par rapport au match là dont on vient de parler, ça a été une très très grosse prestation de la part du. Et moi je parle de Serge Gnabry. Ah mais je sais, Serge Gnabry qui a pas eu sa chance en Angleterre, qui a rebondi pas mal en Allemagne, et hier je pense qu'il a fait taire pas mal de monde. Attention à Lewandowski aussi qui a été très décisif, qui a joué très collectif en donnant 2 passes décisives, d'ailleurs qui s'est blessé après le match. Mais le Bayern hier, ils ont dominé de la tête et des épaules, il n'y a rien eu à dire. La première mi-temps, il y a eu beaucoup de déchets certes offensifs, mais dès l'entame de la seconde, on a senti une différence de niveau, de qualité. Et franchement, sur 2 erreurs d'Azpilicueta où il met en difficulté son équipe, et le Bayern a su accélérer. Le Bayern, l'équipe à faire attention, quoi. Ouais, parce qu'on en parle pas. On les voit pas venir, voilà, c'est ça. Attends, à l'effectif que possède le Bayern, hier, il joue quand même sans Coutinho, Perisic, Hernandez, toujours au rendez-vous, quoi. Donc, on les met peut-être pas en avant parce qu'ils marchent beaucoup sur la Bundesliga et que ces derniers temps, ils ont pas eu de très bons résultats en Ligue des Champions. Mais je pense que cette année, s'il y a bien une équipe sur laquelle on peut compter, qu'on n'attendait pas, c'est peut-être eux, les Allemands, pour aller chercher le titre final. Alors, Alisson, Géraud, pour compléter Abdel, dans cette première phase en tout cas de match aller, c'est le gros qui a fait le travail pour l'instant, le Bayern Munich. Et en termes d'effectifs, c'est peut-être l'équipe actuellement qui est la plus homogène. C'est-à-dire qu'à tous les postes, on a énormément de qualité. Et pour l'instant, là est la différence entre le Bayern Munich et les autres gros sur le terrain. Le Bayern a dominé de la tête et des épaules Chelsea, qui est resté totalement impuissant. 3-0 à l'extérieur, même si ces derniers temps, on a vu des remontadas exceptionnelles. Je pense que le Bayern devrait se qualifier, mais haut la main. Bien sûr, Géraud. Oui, d'abord, il faut rappeler que Chelsea vit une année un peu compliquée. Interdit de recrutement, Lampard a ramené beaucoup de jeunes. Et aussi, ce qui s'est passé hier arrive souvent en championnat où on voit Chelsea perdre beaucoup de matchs à deux. Ils ont pris plus de points à l'extérieur en championnat qu'à domicile. Et hier, ils ont vécu un peu le même syndrome, ils ont perdu. Mais il faut rappeler quand même que le Bayern est une institution, on va dire. C'est une grosse équipe. Quand cette grosse équipe-là arrive dans les phases d'élimination directe, elles deviennent autre chose, peu importe l'entraîneur, peu importe, l'ambition reste toujours la même. Il s'agit de gagner. Chelsea, ils arrivent avec, même si c'est Aspi, le capitaine, malheureusement, qui donne quasiment les buts, ils arrivent avec une équipe de jeunes qui sont en train de découvrir. Mais quand ils vont arriver au match retour, ils ont déjà vécu une première partie qui les a, on va dire, traumatisés. Au retour, on espère qu'ils vont pouvoir se libérer. Parce que si le Bayern pense que c'est fait, ça risque d'être compliqué. Et rappelons que l'année dernière, le Bayern a été sorti par le gagnant de la Ligue des Champions, je pense. Liverpool les a sortis. Et donc, c'est pas une équipe qui se laisse, on va dire, qui se laisse éliminer. Mais si le Bayern joue à ce niveau-là au match aller déjà, sur un 8e de finale aller, ou dans une année où ils ont changé de coach en cours de route, où ils ne sont pas premiers en Bundesliga, c'est qu'ils ont tout à donner en Ligue des Champions. Juan José, avant de revenir sur le Bénin avec Géraud. Il y a des surprises sur la défaite de Chelsea. Et juste avant le match, il faut juste regarder que le Bayern est en quelque sorte le Liverpool du championnat anglais. Chelsea est quand même à plus de 30 points de différence de Liverpool. Quand on voit les attaques du Bayern de Munich, quand on voit les attaques de Chelsea, il y a plus de 20 buts de différence en championnat entre une attaque et l'autre. Donc en fait, il n'y a pas de surprise dans ce résultat. Rappelez-vous tout simplement la phase de poule. Chelsea aurait pu retomber en Europa League. C'est l'Ajax qui est tombé en Europa League, mais en fait ils sont aussi ric-rac pour arriver en 8e de finale. Donc il n'y a aucune surprise sur le fait que le grand gagnant, celui qui était attendu, était le Bayern, et il a confirmé avec ses 3-0, donc qualifié pratiquement d'office. Bruno. Moi en fait j'avais bossé attentivement sur le Chelsea et Tottenham, et donc Chelsea avait fait vraiment un gros match dans l'impact physique et dans la discipline tactique. Je pense que limite ce match en fait contre le Bayern venait trop tôt, parce que la façon dont ils ont explosé, la façon dont James par exemple, qui avait été énorme face à Tottenham et qui l'a plongé dans un match à domicile, bon je pense que Chelsea et Lampard paient le recrutement qu'ils n'ont pas pu faire, et puis je pense que la marche était trop haute, mais je suis agréablement surpris par Antonio Davis. Franchement, ce jeune Canadien là, déjà en plus son poste de formation, c'était un ailier gauche de formation, il découvre le poste d'arrière gauche cette saison sur sa première son premier exercice avec le Bayern, et il est déjà très bon. Donc c'est vraiment, je pense, un des arrière gauche prometteurs du Canada. Et juste pour finir, je pense que cette équipe du Canada sera à suivre, puisqu'il y a aussi Jonathan David qui joue à la Gantoise en Belgique, meilleur buteur du championnat.
et qui est suivi par Manchester United et Arsenal. Jonathan David qui a 20 ans et qui est aussi sur les tablettes de l'Olympique lyonnais. Ce sera l'équipe nationale du Canada. Moi, je mets une petite pièce dessus. Ce sera à suivre dans les prochaines années. Merci. On va s'attarder avec Géraud Vimaoui, qui est journaliste aussi. Viwami. Eh ouais, le Bénin, ouais, c'est pas moi, mais bon. On va essayer de voyager avec lui, justement. On le rappelle, il est rédacteur en chef de bjfoot.com. Et justement, les Béninois, je crois qu'ils rencontrent le Tchad ce soir, oui, en match amical. C'est bien ça aussi. Ouais. Quelques mots à dire sur ces futurs patrons peut-être de cette sélection des écureuils. Aujourd'hui, on arrive dans une phase où les regards ont un peu changé sur l'équipe nationale du Bénin après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin est arrivé en quart. Et surtout après la victoire inattendue face au Maroc, la qualification en 8e de finale, ça a changé beaucoup de choses parce que le scénario du match, les révélations qui sont arrivées. Et on a surtout un sélectionneur qui est là maintenant depuis juin 2018, qui connaît bien l'Afrique, qui a entraîné la Côte d'Ivoire, qui était déjà sélectionneur du Bénin il y a une dizaine d'années, en 2010. Michel Dussuyer, le Français, qui avait déjà fait la dernière CAN du Bénin. Donc il a ramené le Bénin en Coupe d'Afrique des Nations 10 années après. Et pour une fois, la nouvelle fédération, où on va dire le ministère des Sports, ont pu laisser, comme on connaît un peu le contexte autour des sélections nationales en Afrique, ont pu laisser vraiment le sélectionneur travailler. Ouais. Et il y a des joueurs qui ont pu se révéler à travers cette Coupe d'Afrique des Nations. On peut citer le gardien Sartuné Alagbé, qui a été élu meilleur joueur de Niort et nommé au trophée UNFP parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2 française. Ensuite, il y a Olivier Verdon, qui est passé par Bordeaux, Sochaux, et qui aujourd'hui a signé à Alaves en Liga espagnole, mais qui a été prêté à Eupen en Belgique, qui est aussi l'une des belles promesses à suivre. C'est le premier joueur de l'histoire du Bénin à signer en Liga espagnole. Ensuite, au milieu de terrain, vous avez des garçons comme Cécile d'Almeida, milieu de terrain atypique, un peu à la coupe à la Edgar Davis, il ne manque que les verts, qui est passé par le PSG. La pub, il a fait bien en tout cas, Géraud. Ouais, mais c'est vrai. Il a été formé à Bordeaux, il n'a pas eu de contrat pro. Ensuite, il est allé bourlinguer un peu en Angleterre, D3, D4. Ce qu'on pourrait retenir justement sur sur ces jeunes pépites du Bénin, en 2-3 mots. Oui, et là, on va pas dire la grande star, mais le plus attendu, c'est Steve Mounier, qui était qui a été 14 buts en Ligue avec Montpellier, qui est allé à Huddersfield en Angleterre. Les 2 premières saisons ont été plutôt bonnes, mais malheureusement, là, ils sont descendus en Championship. Et il est à 7 buts sur les 10 derniers matchs. Il revient bien dans la lumière et il est suivi par plusieurs clubs de Première Ligue. Géraud, il restera avec nous. Eh oui, on le rappelle, rédacteur en chef du fameux site bjfoot.com. On va s'attarder, après la première pause, sur la boxe et les sports de combat, et notamment sur le MMA qui arrive à grands pas en France. On la personne d'Arnaud Romera. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live jusqu'à 20h. Après le football, on va s'attarder sur les sports de combat, toujours en compagnie de Myriam Bensala, d'Alison Nkunku, de Géraud, notre invité de ce soir, rédacteur en chef de bjfoot.com, de Bruno Aoyo, Juan José Dorado. Le coach Tolé va commencer à dégainer, on l'espère en tout cas, et aussi Abdelhamed. Mais on va s'attarder sur notre invité de ce soir, Arnaud Romera. Rebonsoir Arnaud Romera, même pour tous les auditrices et les auditeurs qui viennent tout juste de nous rejoindre. Tant de choses à dire sur le noble art ou encore même sur les sports de combat. Le MMA arrive à grands pas en France, mais aussi le fameux combat pour la ceinture de WBC qui a fait fureur, qui a fait rage du côté du MGM Grand dans le Nevada à Las Vegas, entre 2 monstres, 2 titans, le Britannique Tyson Fury et l'Américain Wilder. Ouais. Deontay Wilder, justement, qui a perdu cette fameuse ceinture. À quand maintenant le combat? On s'attarde pour un troisième combat, la revanche, numéro 3, entre les 2 hommes, Wilder et aussi Fury. Mais on aimerait voir les 2 Britanniques. On rappelle que Anthony Joshua détient l'IBF, WBO, WBA. Et l'autre ceinture WBC est détenue par ce Britannique qui est autre que le Gypsy King, on aime bien l'appeler comme ça, l'autre manche, Tyson Fury. Justement, que dire? Est-ce qu'aujourd'hui, on en arrive à faire des combats tels que l'on aimerait avoir, peut-être pour le pay-per-view, pour les grands médias ou encore pour le succès, on va dire, total business, et on s'attarderait plus au parcours, je vais dire, au parcours de ces grands champions, Sugar Ray Leonard ou même Mike Tyson ou encore dans les années 80-90. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'on fait exprès de s'attarder?
tout est une question de moyens. Ouais. Pendant les années phares de la boxe, années 80, 90, auxquelles vous faisiez référence, effectivement, les meilleurs boxeurs s'affrontaient. Après, les boxeurs avaient des contrats avec des promoteurs qui eux-mêmes avaient des contrats avec des chaînes de télévision. Donc, un boxeur HBO ne pouvait pas rencontrer un boxeur Showtime. C'est vrai. Voilà. Donc, du coup, des grands champions n'ont pas pu s'affronter. On attendait pour aboutir 10 ans plus tard, 10 ans trop tard, un Pacquiao-Mayweather qui aurait dû s'affronter 10 ans auparavant. Mais chacun avait des intérêts différents, donc ça se renifle, ça se tourne autour du pot, ça se provoque et derrière on s'affronte jamais, sauf quand on est arrivé à 40 ans. Ouais. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne, puisqu'arrive sur le marché un diffuseur qui s'appelle DAZN. DAZN, c'est du pay-per-view, ou alors c'est le Netflix du sport. Ah ouais. Et eux, il faut qu'ils vendent. Il faut qu'ils vendent des réunions, des combats. Des combats, enfin qu'ils fassent des vues, voilà. Donc du coup, ils ont intérêt à mettre le produit le plus attractif possible. Eh bien, on prend les deux meilleurs, voilà, et on les fait s'affronter. Derrière, ça fait des vues, ça fait du business, ça tourne très très bien, voilà. Maintenant, pour en revenir à Tyson Fury, Deontay Wilder, c'est un combat très attractif, tout le monde attendait, parce qu'il y a deux personnages, parce qu'au-delà de la performance sportive, il y a aussi le storytelling derrière. C'est deux personnages, et on attend évidemment la confrontation entre Tyson Fury et Anthony Joshua, la belle et la belle. Elle est inévitable d'une certaine manière. Ouais. On doit recoller comme l'avait fait Lennox et Lewis, le dernier, je crois, en date sur les poids lourds, la catégorie super poids lourds, avec les 4 ceintures. Mais là, Tyson Fury se dit, j'aimerais reprendre les 3 autres que détient Anthony Joshua, mais comment faire ? On a l'impression que ça n'arrivera jamais. Alors, Monsieur Lustig, à votre place, qui était avec nous, disait aussi qu'aujourd'hui, c'était plus ce que la boxe était dans le temps. Si, enfin, toi, poids lourd, le niveau il y a vraiment. Et monté en gamme, il y a eu une période de traversée du désert pendant 8-10 ans, voilà. Et chez les poids lourds, ça revient très très fort. On a de beaux bébés, oui. Voilà. Et maintenant, en fait, c'est une question de moyens. On fait monter le désir des deux côtés. Joshua, c'est pas faux. Autour du pot, voilà. Ça va déboucher l'an prochain, peut-être, ou peut-être cette année, en fin d'année, sur un méga combat pour l'unification des titres avec. Ça va monter. En Wembley, quoi. On y sera. Bien sûr, Wembley. Et ça va monter à $100 millions. Ouais. Voilà. Oh, ça, c'est fou. Myriam, Alison, les filles et aussi les garçons. Et est-ce que la boxe ne perd pas de sa superbe ? Justement, on parlait d'un peu d'argent, de vendre, etc. En faisant monter la sauce et en finalement nous délivrant des combats qui sont plus faits pour le show et les vues que finalement pour le sport en lui-même. Alors, ça a été vrai. Alors maintenant, pour sortir de ces dérives-là et puis pour contrer l'émergence du MMA, qui aux États-Unis c'est un grand rendez-vous de pay-per-view qui marche énormément, la boxe doit se renouveler. Et donc DAZN a signé un contrat mirifique avec Canelo Alvarez de 385 millions d'euros sur 5 ans. Voilà. Et donc ça fait beaucoup c'est énorme. Et pour amortir ces combats, Canelo ne fait que des gros combats. Voilà. Donc on revient maintenant au cœur de la boxe. Les meilleurs doivent s'affronter. Mais bon, faut faire monter la sauce, tout le storytelling. Et plus on fait monter le désir chez les fans, plus on va faire des vues derrière. Donc on attend, puis quand on est prêt, on y va. Allez, Myriam. Exactement. C'est pas faux. On l'écoute. Myriam, une réaction pour Arnaud Romera. La passion et l'amour pour ce sport. Alors justement, comment est née la vocation ? Comment du jour au lendemain vous êtes... Et comment est arrivé ? C'est mon sport, c'est quelque chose qui est en moi et parce que vous êtes un passionné, ça se voit. C'est sûr. Dans vos reportages déjà. On est des Jeux Olympiques, on le sent. Je suis d'accord, Myriam. Pas faux. C'est vrai. Vous donnez cet amour. Non, mais c'est vrai, il faut le rappeler, elle a raison, Myriam. Et tu fais bien, parce que peut-être ce soir aussi on le transmet. Vous le transmettez. Moi, je me mets pas dedans, mais vous le transmettez à nombre d'auditeurs. Non, mais c'est vrai. Et je suis d'accord, on était là, peut-être aussi tout gosse et heureux, peut-être. Non. Désolé Arnaud. Désolé. Mais c'est vrai. Pour le coup, quand on est journaliste en 2020 et qu'on a notre âge, si on n'a pas regardé Stade 2 avec Laurent Gerly, Arnaud Romera, avec Lionel Chamoulot. Merci Bruno de le rappeler. C'est qu'on n'a pas de culture sportive. Et justement, une réaction alors. Oui, alors la passion, elle est comme la vôtre que vous avez pour le foot, ça se prend, c'est tout petit quoi. Moi je suis judoka là-bas, j'ai toujours adoré les sports de combat. Mon père était fan de boxe, mais pas suffisamment fou pour mettre ses enfants à la boxe, et moi pas assez courageux pour monter sur le ring. En revanche, j'allais voir tous les combats de ma région, je suis originaire du Val d'Oise,
Donc dès qu'il y avait des combats intéressants dans l'Ouest du Val-d'Oise, j'allais les voir. Puis je me suis passionné. Puis je suis la première génération qui ont découvert Canal+. Et j'en suis arrivé, moi, où il y avait des grands combats de boxe américains qu'on voyait jamais sur les grandes chaînes. Il y avait Canal+, qui diffusait les Hagler, Léonard, Hagler, Ernst. Et moi, je fais partie de cette génération-là qui avait pas Canal+ au départ et qui regardait les combats de nuit embrouillés. Et le brouillage et le cryptage à l'époque n'était pas énorme. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et on avait inventé une espèce de technique. Il fallait mettre des assiettes en Pyrex. On arrive mieux à décoder, ça marchait ça, et pour les films porno aussi, voilà. Et toute notre génération, on a découvert la boxe en même temps que le porno, voilà. Et voilà, sur Canal+. Donc voilà, Canal+. Ah oui, nos confrères de Canal+, ils ont fait tant rêver. Oui, Myriam, Alison. Je voudrais poursuivre parce que vous parliez de vos parents et de vous, que vous ne voulez pas prendre de coups sur le ring. Alors justement, quelles sont les valeurs inhérentes que vous souhaitez mettre en place pour que les parents et la jeunesse viennent vers la boxe ou viennent vers le sport de combat? Les valeurs de la boxe sont les mêmes que celles du judo, que celles du taekwondo, du karaté. C'est les valeurs de sport de combat. Donc on apprend quoi? On apprend à respecter l'adversaire, on apprend à affronter l'adversité, à gérer son stress, évidemment le courage, l'engagement, etc., etc. Voilà, ce sont des valeurs qui sont communes à tous les sports de combat, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a énormément de sports d'entreprises qui utilisent l'imagerie des sports de combat pour initier dans les team building leurs employés. Donc évidemment, voilà. Après, ce sont des sports, la boxe par exemple, comme le MMA qui arrive. Ce sont des sports qui font mal. Voilà, on joue pas à la boxe. On joue au foot, on joue au tennis, mais on joue pas à la boxe. Et donc, ce sont des sports dangereux. Il faut faire attention. Et c'est sûr que quand on n'est pas aguerri, on n'est pas bien fort techniquement, il vaut mieux pas s'y essayer, quoi. Voilà. Et puis, moi, par exemple, j'ai 2 enfants qui adorent la boxe. Je veux pas qu'ils fassent de la boxe. Ils en feront en loisir, mais j'aurai toujours cette appréhension à ce qu'ils fassent des combats, parce que je sais que la boxe, ça fait mal. Ça fait très très mal, quelquefois. Oui, Alison. On parlait d'initiation justement, et on voit qu'aux États-Unis la boxe ça fait plein d'aficionados. On voit sur les réseaux sociaux Fight Night, tout le monde est à fond dans la boxe. Et en France c'est un peu moins démocratisé. On connaît la boxe un peu à travers Brahim Asloum, les Jeux Olympiques. Plus récemment Tony Yoka. Tony Yoka, exactement, qui est pas encore qui est un peu critiqué en France. Qu'est-ce qui manque à la France, aussi, justement pour que la boxe se démocratise? Alors, il manque, Alison, parfaitement, vous l'avez bien souligné, il manque une grande figure emblématique, une locomotive pour tirer la boxe française vers le haut. Cette locomotive, ça aurait dû être Tony Yoka. C'est ça, on l'espérait beaucoup. Mais vraiment. Moi, le premier des Jeux Olympiques, la finale olympique de Tony Yoka, c'est l'événement qui a été le plus regardé aux Jeux Olympiques. Il y a eu 7,5 millions de téléspectateurs. Donc derrière, il y a eu tout l'engouement autour de la team solide, 6 médailles, tous les projecteurs sont focalisés sur la boxe. Derrière, il y a 5 chaînes de télévision, enfin 4 exactement, qui signent des contrats avec des promoteurs, dont un gros contrat pour Tony Yoka. Derrière, toute la communication autour de lui était très très maladroite. Lui aussi était très maladroit. Le choix, le matchmaking, c'est-à-dire le choix de ses adversaires a été catastrophique. Et donc du coup, toute l'admiration qu'il suscitait s'est transformée en objet de dérision. Aujourd'hui, dès qu'on parle de Tony Yoka, de ses adversaires, on dit quoi? Le boucher du coin, le vigile du McDo, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Il y en a pas mal. Travail, d'une reconquête, comme il l'appelle. Faut reconquérir les gens. C'est pas faux, très pertinent, Monsieur Romera. Oui, Myriam, on poursuit. Alors, une question sur vos goûts à vous. Quels sont les plus grands champions de boxe et quel est votre plus beau combat? Dites-nous tout. Alors moi j'aime tous les champions de boxe, j'ai tout grand respect pour même le petit, le faire valoir qui va se prendre des coups pour un billet de 800 €. Voilà. Ce qui est bien dans notre métier de journaliste, c'est que la boxe c'est une mine d'or en sujet. Parce que chaque boxeur a son histoire personnelle. Pour faire de la boxe en professionnel, il faut avoir une faille. Quand tout va bien, Bilal, tout va bien pour vous, vous n'avez pas envie de faire de la boxe en professionnel. Quand tout va bien pour moi, j'ai pas envie, ça fait mal, encore une fois. Voilà. Et donc chaque boxeur a, au-delà de sa performance, il a une histoire, une personnalité, et souvent avec leurs mots à eux, ce sont de très très bons clients en télévision. Voilà. Donc j'adore les boxeurs. Et en citer un en particulier, moi, dans ma génération, j'ai adoré Roberto Duran, qui est un boxeur panaméen, qui a été plusieurs fois champion du monde. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'aimais sa tête, j'aimais sa furie, j'aimais son look. J'aimais le personnage, voilà, et j'étais fan de Roberto Duran. Puis comme moi, j'ai des ascendances un peu hispaniques, comme Juan José, c'est ça, Romera, voilà. Et ben je me suis reconnu en lui, il était brun un peu comme moi. Je me suis reconnu en Roberto Duran. Les boxeurs sud-américains ont une particularité quand même. Les Cubains. Un gros fief. Cuba est un gros fief de boxeurs. Que ça soit pour les femmes et même, c'est pas faux justement. Il y a une grande tradition à Cuba. Cuba, les gamins commencent à faire des vrais combats au KO à l'âge de 6 ans. Nous, c'est à partir de 16 ans, voilà. Ça, les Cubains, quand ils arrivent aux Jeux Olympiques, ils ont 200 à 300 combats
Voilà, nous boxeurs français, on a une trentaine ou quarantaine de combats. La vieille école de la boxe, vraiment mondiale. On le dit. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont du côté de la Havane, oui, pour en faire. D'ailleurs, Bilal a fait de la boxe à Cuba à 6 ans. Ça non, moi j'en ai pas fait. Non, moi j'en ai pas fait. J'en ai pas fait à Cuba, mais j'en ai fait dans le sud de la France. Ouais. Ouais, vraiment, j'en ai fait. Ouais, anglaise. J'en ai fait, ouais. Moi, je me suis pas pris des KO, mais je me suis pris des coups quand même. La boxe dans les tribunes de Consola, c'est pas vraiment. Non, vraiment. Sérieusement. Oui, avec Kiko Family, c'était des clubs assez sympas. À Marseille. Oui, du côté. Avec Ali Sadok. Il doit écouter peut-être ce soir l'émission. Oui, c'est très connu, Ali Sadok. Mais voilà, c'est un fief. Avec les frères Acariès à l'époque, ou même Mehdi Sanoun. Oui, Mehdi Sanoun aussi, c'est ça. J'en ai vu pas mal aussi des combats de boxe. Mais justement, le boxeur, je vais essayer de titiller ce que Myriam a essayé de faire, Monsieur Romera. Mais le boxeur le plus percutant, selon vous, le SIC nous disait sur Gary Robinson était le boxeur qui était le plus complet. Selon vous, peut-être avec le jeu de jambes, la façon d'esquiver et aussi la façon Sagouaï a crié sur les boxeurs. Mohamed Ali, pourquoi pas? Quel est le boxeur qui vous a le plus surpris? Que ça soit aujourd'hui ou même dans l'ancien... J'allais dire dans l'ancien temps, mais à l'époque. Dans l'ancien temps, alors il y a plus anciens que moi. Quand on parle des Sugar Ray Robinson, des Joe Ellis, on entend les légendes. On n'était pas là pour voir leur combat, donc c'est difficile d'avoir une analyse. Il y a un mythe autour d'eux. Pas faux. Moi, ce que j'ai vu, c'est Evander Holyfield. Voilà. Holyfield pour vous a été, parce que c'est un technicien qui avait un athlète vraiment. Il a mis le professionnalisme à tous les étages au niveau de la boxe. Voilà, c'est un mi-lourd qui est monté en lourd léger, qui a conquis le titre de poids lourd, qui a battu Mike Tyson après un combat furieux, avec une revanche qui se fait manger l'oreille. Enfin, bref, franchement, toute l'histoire de ce mec-là, elle est incroyable. En plus, il a 18 maisons et 18 enfants. Voilà, c'est une histoire incroyable. Comme des ghettos d'Atlanta. Non. Pour les enfants. Je comprends. Non, quand même pas. Avant justement la dernière pause de cette émission qui est Time Sport, on va s'attarder sur le sport qui est dit MMA, qui arrive en France à grands pas. Un mot concernant le MMA. Alors déjà, MMA, est-ce qu'autour de la table, tout le monde sait ce que ça veut dire MMA? Pour les Français, c'est le réalisateur le sait en tout cas, il aime bien. Martial arts. Yes. C'est ça. Arts martiaux mixtes. Arts martiaux mixtes. Ouais. Parce que c'est un mélange, c'est la quintessence de tous les arts martiaux. Il y a des debout, c'est la boxe taille, pied-point, après des projections de judo, de lutte, et puis il y a des soumissions comme en jiu-jitsu, avec des frappes au sol, ce qui fait la spécificité du MMA, et ce qui fait aussi la polémique, puisque ça a longtemps été interdit en France, parce que les frappes au sol étaient considérées comme étant dégradants et violent, mais il y avait un terme exact, c'était ça nuisait à l'intégrité physique du combattant et à sa dignité, voilà. Et donc du coup c'était interdit. À la réaction avec les filles. Alors, Alison, Myriam, le MMA. Là, on vient de parler de la boxe, c'est vrai qu'on a des souvenirs très beaux, très marquants des boxeurs et des combats. Est-ce qu'un jour vous pensez que le MMA aura ce même impact sur les gens? Ça arrive. Ça arrive selon Alison. C'est déjà arrivé. Alors l'impact du combat Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor a été mondial, monstrueux. Il était incroyable. Voilà. Khabib, il y a 1 an et demi, personne ne savait qui c'était. C'était juste un bon lutteur qui faisait du MMA. Voilà, c'est devenu une star internationale. Voilà, avec tout le. Après, les Américains sont très forts dans le storytelling, dans le show-off. Ça c'est sûr. Donc vraiment, aujourd'hui, les combattants de MMA même dépassent au niveau digital, parce qu'aujourd'hui on mesure la performance et on mesure surtout la popularité d'un athlète par rapport à sa force digitale. Et Nurmagomedov ou surtout Conor McGregor ont des followers bien supérieurs aux meilleurs boxeurs du monde. Donc ils peuvent dépasser l'impact de Mohamed Ali, par exemple? Mohamed Ali, c'est un impact historique, il y a le personnage, il y a le contexte, donc c'est différent. Là, on est vraiment dans le buzz, dans la communication. Là, voilà, Mohamed Ali, c'est un autre personnage, c'est une autre envergure quand même. Oui, mais c'est quand même la référence dans le milieu. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas la même profondeur chez Conor McGregor que chez Mohamed Ali. On va s'attarder avec une courte pause. Un grand merci à Arnaud Romera. Il reste avec nous jusqu'à 20h. On essaiera encore de partager nombreuses histoires concernant les sports de combat, mais aussi cette fameuse boxe anglaise qui fait tant rêver des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux. Il reste avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Ça, c'est promis. Juan José Dorado et aussi Géraud, Bruno, Myriam, Alison, le coach Tolé qui va être prêt, on l'espère, à dégainer sur Zinedine Zidane ou est-ce Pep Guardiola et sans oublier Abdelhamed. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie des consultantes Myriam Ben Salah, Alison Nkunku, et avec toute l'équipe, Juan José Dorado autour de la table, le coach Tolé, Abdelhamed, Bruno Oyo et Géraud, justement, de jbfoot.com. Il est avec nous. J'ai dit quoi? JB. Ah ouais, JB. JB comme Jean-Baptiste. JB c'est d'autres choses qu'on va laisser ça, c'est pas bon. Arnaud Romera est avec nous aussi. Allez, justement, Dominos Ligue 2, RC Lens, on va s'attarder rapidement. Time Sport, le mode pressing. Si Malherbe est plus verte ailleurs, Philippe Montagnier n'est plus donc l'entraîneur du RC Lens. On voulait juste le rappeler quelques jours après sa cinglante défaite contre Caen, 4-1. Le RC Lens a annoncé ce mardi à midi la suspension de son entraîneur. Et nous, on va revenir au fameux duel de ce soir qui opposera l'Olympique Lyonnais à la Juventus de Turin, excusez-moi, mais aussi le Real Madrid à Manchester City. Time Sport. Le duel. Eh oui, coup d'envoi ce soir de ce match qui se déroulera du côté de Santiago Bernabéu à 21h. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 4 fois depuis 2012. Le dernier match entre les deux formations, Géraud, a été remporté par les Merengues, le Real Madrid. Et le mercredi 4 mai 2016, et oui, pour être bien précis, retour 1-0. Zinedine Zidane a beau chercher, Juan José, à recentrer le débat en affirmant que ce n'est pas Zidane contre Guardiola, c'est Madrid contre Manchester. Cette rencontre reste tout de même placée sur l'aura de ce qui fait de mieux en matière de coaching. Ça, c'est pas faux. Le coach Tolé, on va s'attarder avec Juan José Dorado depuis Madrid, mais aussi Abdelhamed et toute l'équipe de Time Sport. Je suis pas d'accord avec Zidane. C'est Zidane contre Guardiola. C'est deux entraîneurs complètement atypiques avec un palmarès énorme tous les deux, chacun dans son domaine, puisque Zidane a réussi à avoir son palmarès en à peine 3-4 ans, et Guardiola on a mis un peu plus, mais il a plus d'une vingtaine de titres, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre. Donc c'est le match de Zidane et Guardiola. Après, les deux équipes, ils se tiennent, les deux sont 12e de leur championnat, sachant effectivement que le Real Madrid a au moins encore la possibilité, s'il ne gagne pas cette saison avec Zidane, la Champions League, d'être champion d'Espagne, ce qui est perdu pour Manchester City, puisqu'il est très loin de Liverpool. Mais ce match aujourd'hui est d'abord celui de Zidane contre Guardiola. C'est vrai que Guardiola n'a perdu qu'une seule fois au Santiago Bernabéu, quand il est allé, sur les 8 fois où il est allé, il n'a perdu qu'une seule fois. Et ce qui est en jeu est beaucoup plus que ça, puisque vous savez, Guardiola l'a dit, si je ne me qualifie pas en quart de finale, je vais me faire virer de Manchester City. C'est bien, semaine, mais ça va être un superbe match avec, attention, un superbe gardien, Courtois, qui fait des statistiques étonnantes. C'est sa meilleure saison en tant que gardien, mieux que quand il était en Angleterre, mieux que quand il était avec l'Atlético de Madrid. Le coach Tolé. Gros point d'interrogation pour ce choc. C'est vrai que tu sais, quand il y a eu le tirage au sort, on savait que c'était un des on s'est attardé quand même sur ce match. Mais plus les semaines ont passé, et plus tu te rends compte que ça donne pas forcément d'indication. Le Real Madrid, moi, m'a plutôt surpris par ses largesses défensives, en encaissant quand même pas mal de buts, notamment à domicile. Et c'est la meilleure défense espagnole. La meilleure défense espagnole. Alison est d'accord. Mais la meilleure défense espagnole. Ça fait quand même depuis quelques semaines que ça tergiverse, mais quand on parle de la défense, et même les premiers attaquants ne font pas le travail qu'il faut, et en même temps City, comme tu l'as dit, a quasiment son titre de perdu, donc Liverpool fait mal sur cette Ligue des Champions, mais ça tombe sur le Real Madrid de Zinedine Zidane qui a montré à plusieurs reprises que lors des grands rendez-vous il était aussi présent. Pas faux. Donc franchement, gros point d'interrogation pour cette première période. Bien sûr. On va voir, ça va être qu'une mi-temps seulement qui va se jouer. On verra bien. Géraud, réaction, ce match Madrid-Manchester. Il faut rappeler que c'est un match avec deux entraîneurs qui ont des styles différents. Guardiola, on connaît sa patte, jeu de possession et tout ce qui va avec. Du point de vue tactique, Zidane, il s'adapte beaucoup. Bien sûr. Récemment, il a trouvé la solution avec son milieu en losange, avec Isco derrière Benzema et le deuxième attaquant. Aujourd'hui, le Real, en phase éliminatoire, on sait que c'est une équipe qui se robotise un peu. Ils sont là pour gagner, peu importe comment ça se passe. Au match aller, ils vont tout faire pour sécuriser ce résultat-là, parce que Manchester City, certes, ils ont beaucoup d'argent, ils ont un entraîneur qui a déjà gagné.
et qui connaît bien l'Espagne. Mais le club n'a pas cette culture-là de porter son équipe pendant les grands rendez-vous. Et ça aussi, ça compte. Donc, et ça peut poser problème, oui. Exactement. Et puis, aujourd'hui, n'oublions pas qu'ils ont saisi le TAS pour leur suspension. Et que les joueurs doivent se dire peut-être que c'est notre année et qu'on ne va pas la jouer pendant 2 ans. Il faut qu'on joue celle-ci à fond. Ah bah peut-être. Abdelhamed, c'est pas faux. J'ai intelligent. J'ai eu lieu, à savoir que City va faire un coup face au Real. S'il y a bien une personne cette année là qui peut sauver le Real, c'est bien Zidane. Zidane, c'est l'élément déclencheur. Ouais. Maintenant, je pense que Guardiola, il est bon dans la communication. Tout ce qu'il a dit sur le fait de se faire virer s'il passe pas, c'est un peu pour se mettre la pression sur lui-même. Mais je pense que si Zidane, on n'est pas au bout de nos surprises avec les coups tactiques qu'il fait, je pense que Guardiola, il a plus d'un tour dans son sac. Maintenant, le Real Madrid est en grande difficulté. C'est quelque chose d'anecdotique, mais ils sont en termes de cote, ils sont quand même pas favoris chez ils sont quand même pas favoris, alors que on sait que sur les dernières éditions, ils en ont quand même beaucoup remporté. Mais je pense que City va créer la surprise. Faut pas trop s'attendre à... Ah ouais, City. Il est confiant pour Pep Guardiola. Ouais. Et puis surtout, après le Paris Saint-Germain, il supporte donc City, Abdel. Une statistique très intéressante, c'est-à-dire qu'en 4 matchs de Ligue des Champions, City n'a jamais battu le Real. C'est-à-dire c'est 2 défaites au Bernabeu et 2 matchs nuls à l'Etihad. Donc je pense que cette équipe du Real est vraiment bien faite pour embêter le City et sa possession. Quand on voit vraiment des joueurs comme Valverde, Casemiro, c'est vraiment des joueurs très intelligents tactiquement. Ils vont savoir se placer entre les lignes, jouer aussi les mauvais coups je suis d'accord, pour embêter cette équipe de City qui peut être amenée à douter, qui cette saison je trouve est beaucoup amenée à douter avec ce Fernandinho en défense centrale qui est pas toujours à l'aise, Rodri qui est pas à la mesure d'une sentinelle dans d'une équipe de Guardiola pour le moment. Donc je pense que ça peut tanguer. Et juste alors tout ça nous a rappelé il y a une très belle photo dans le quotidien sportif français. Guardiola Zidane qui nous rappelle donc quart de finale de l'Euro 2000. Ça c'est vraiment les plus belles années du football. Guardiola Zidane, c'est un parfum de perfection. Quand même un bémol par rapport à l'attaque du Real Madrid, c'est vrai que Eden Hazard s'est blessé dans le week-end dernier, ne sera pas présent. Donc il y a Vinicius qui revient, il y a Gareth Bale qui revient. C'est peut-être le point faible de ce Real Madrid aujourd'hui, c'est que hormis Benzema en attaque, c'est lui qui va l'accompagner, n'est pas à 100% de sa forme. Et puis on sait que l'attaque de Manchester fait très mal, mais encore une fois, je suis pas d'accord avec toi. La meilleure défense espagnole aujourd'hui, c'est celle du Real, avec notamment son côté gauche. Et avec mais il y a Mendy qui a pris de l'ampleur sur le côté gauche. Il n'y a pas des buts qui arrivent sur le côté gauche. Sur l'animation des dernières semaines, quand tu prends 4 buts à domicile en Copa et que tu as été en difficulté, je suis désolé, elle est en ce moment fébrile. Presque équipe B. C'est la meilleure défense. Elle est en ce moment fébrile. Myriam, j'aimerais écouter nos consultantes avec Alison aussi avant de passer à Lyon. Il ne faut pas oublier les Lyonnais. On va me taper dessus après. Non, je suis plutôt d'accord avec Juan et Claude. Pour une fois, tous les deux. Et, c'est rare. Oui, non, mais je suis d'accord sur le point. Vas-y, Myriam, je taquine. Sur ce match, c'est un combat tactique et stratège entre 2 grands entraîneurs, 2 philosophies. Et ça fera la différence. Et en même temps, je pense qu'au niveau de l'effectif, la qualité se trouve plus sur le banc de City, qui a plus un banc qui a 4-5 attaquants. Ils ont 3-4 bons milieux de terrain, alors que le Real Madrid, pour l'instant, a un peu du mal. Ils doivent se renouveler. Et c'est pour ça aussi que Zidane souhaite tant recruter Mbappé. Donc, attention quand même ce qu'elle dit, c'est pertinent, parce que sur ce match, comme toujours, quand votre tactique de départ est en train de coincer, il faut sortir la solution du banc. Et en termes de ressources, City en a plus que le Real. Mais il faut déjà que la première stratégie ne marque pas, pour qu'on ait besoin des remplaçants. Attention quand même à cette équipe du Real qui, si elle marque rapidement, peut être amenée à gérer un résultat. Et là, il nous faut entrer Modric, Jovic aussi qui est capable d'être efficace en fin de match. Donc c'est quand même une sacrée équipe au niveau, je trouve, au niveau des briscards. Vraiment, c'est une équipe de briscards, attention. Sur ce match, il faut plus regarder particulièrement la philosophie, la technique des entraîneurs qui va évoluer au fur et à mesure. S'il y a un but, des sorties, des blessures, ça va être important de voir. On termine avec Alison, Myriam. Merci. On
connaît le Real Madrid en phase finale de Ligue des Champions. C'est un rouleau compresseur, Madrid. C'est une équipe qui joue la gagne. C'est une équipe qui est là pour gagner. C'est une équipe qui sait ce qu'elle a à faire. Manchester City, de l'autre côté, si on parle purement, on oublie la tactique, etc., purement Ligue des Champions, c'est une équipe qui parfois coince. Mais là, c'est quand même deux belles équipes. Manchester City n'a plus rien à perdre. Le championnat est plié. Les Ligues des Champions à venir, pour l'instant, on ne sait pas si vraiment ils y seront. Là, ils sont en Ligue des Champions, donc ils doivent jouer leur va-tout, surtout qu'ils ont toute la qualité pour le faire. Donc pour ce match-là, je pense que ça sera une très bonne rencontre, un beau match, et que City va l'emporter sur le fil. Ouais, dernière partie de cette émission oblige avec l'Olympique lyonnais. Et on va s'attarder avec Arnaud Romera, justement, l'entre-club français. Arnaud, faut les supporter. On est derrière nos clubs français après le Paris Saint-Germain. Bon, cette malheureuse défaite, on espère la Manita du côté du Parc des Princes pour le retour face aux Allemands du Borussia Dortmund. Et oui, Géraud, on est avec toi ce soir. On est avec aussi Guillaume Ascari, le producteur de cette émission, sans oublier Farid Taleb ou Farid Rouassa. Mais Arnaud, que dire? Les Lyonnais de Rudy Garcia, tout le monde derrière eux ce soir, qui accueille quand même CR7 et ses hommes. Le danger, c'est le coronavirus, les gars. Ouais, bravo. Voilà, est-ce qu'il fallait le bras, contre-pied, mais il a raison. Oh, mais c'est vrai, ça fait rentrer 3000 supporters italiens. Et ça c'est chaud, hein. On en rigole, mais là-bas, ça n'a pas rigolé. Ouais, les communes aux abords de ce fameux parc OL, le Stade des Lumières, ça a posé problème quand même. Exactement. Vraiment. En tout cas, ça pose question, voilà. Et visiblement, le match va avoir lieu, les supporters pourront rentrer, voilà. Donc, et sur le terrain, est-ce que ce contexte-là peut peser ou pas? Ça me paraît, je pense pas à ce niveau-là. Mais c'est une très très belle affiche, quoi. Voilà. Ouais. Évidemment qu'on ne peut que supporter les équipes françaises quand elles rencontrent des mastodontes comme ça, comme la Juve. Donc franchement, ça va être compliqué pour Lyon, parce que vu ce qu'ils sont en train de montrer depuis le début de saison, c'est pas très rassurant et rien d'encourageant. Mais bon, pourquoi pas? On peut croire au miracle, hein. On aimerait. On va refroidir un peu parce que je ne suis pas français, donc je peux dire. On est derrière le club français. S'il n'y avait pas de match entre Chelsea et le Bayern, il n'y a pas de match entre Lyon et la Juve. Ils vont prendre au moins 3 ce soir. Malheureusement pour eux. On aura les pronostics. Il y a 2 classes d'écart entre ces deux équipes aujourd'hui. Après, Jérôme. Après, c'est facile de dire ça, mais le foot, on sait que c'est autre chose. Maintenant, du point de vue purement technique ou tactique, on sait que Lyon a peut-être un entraîneur qui a du mal à gérer les gros matchs comparé à Genesio, même si l'équipe n'était pas trop constante. Sur les grands matchs, comme face à City, même si c'était en phase de groupe l'année dernière, Genesio arrivait à tirer le meilleur de son équipe. Rappelons que Lyon a quand même été éliminé par le FC Barcelone. L'année dernière, c'était pas banal. Un bon match. Voilà, exactement. Ouais. Et l'équipe a perdu. L'équipe a perdu aussi en qualité. Le retour, ils ont pris. Mais comme chaque match a sa vérité. Voilà, et comme on parle pas de Lyon et comme on n'y croit tellement pas, que ce soir, mais bien sûr, le coach il a dit hier. Non, mais est-ce que Congo, Brazza, Brésil, t'y crois? Non. Quand même, mais non. Tu ne peux pas le taquiner sur le Congo Brazza. Il n'a pas l'expérience. Chaque match de football a sa vérité, Bruno. C'est vrai. Aujourd'hui, la Juve a peut-être une petite phobie. L'année dernière, ils ont été éliminés en griffe par l'Ajax qui avait son beau jeu, mais qui n'était pas favorite comparé à la Juve, mais l'Ajax s'est passé. On est d'accord. Myriam Madison. On ne peut pas comparer l'Ajax à l'année dernière au Lyon de cette année. Même si je vois ce que tu veux dire, mais on ne peut pas comparer. Là, c'est un Lyon qui est complètement, malade. Rudy Garcia aussi. En championnat, même si Rudy Garcia connaît l'Italie, c'est un Lyon qui est complètement malade. C'est un Lyon qui en championnat est dépassé, même si la Juve connaît ses difficultés, on a quand même une équipe solide. Défensivement, ça reste très solide. Offensivement, on a Cristiano Ronaldo. Je pense pas qu'en face, ça va tenir le choc, malheureusement. Non, Arnaud. Pour les rares fans de supporters de Lyon, quelles sont les raisons d'être optimistes, franchement? Ils n'ont rien à perdre. Abdel. Alors justement, ils n'ont rien à perdre. Lundi UEFA pour Myriam. C'est la Ligue des Champions. Abdel Ahmed. À la réaction. Il y a une mesure qu'il faut prendre en compte, c'est que quand même, à celle de Arnaud, des grands adversaires, etc., ils arrivent à prendre la mesure de l'événement. Pour moi, à chaque fois, ils se donnent, ils ont envie, ils montrent que même si ça va être difficile face à des adversaires, je les vois au moins se battre et ils reconnaissent l'enjeu. Après, c'est vrai que ça se compte sur un match aller-retour, mais à chaque fois à domicile, ils font quand même des bonnes performances, même si c'est après gâché sur des matchs retour. Et que Garcia, ça va être la première fois qu'il joue un match à élimination directe. Je pense que Lyon peut quand même créer une surprise ce soir, au moins au match aller. Myriam, rapidement, avant les pronostics de toute l'équipe. Il faut croire à la victoire française, il faut croire
en nos joueurs, en nos clubs. Et puis surtout, la question qui est importante, c'est pourquoi au Calcio, les prochains matchs seront à huis clos, enfin certains matchs seront joués à huis clos, et pourquoi l'UEFA laisse ce match. C'est économique. Ouais, peut-être. On reviendra là-dessus. Ouais, peut-être. La question mérite d'être posée. Ouais, pas faux. Oui, mais c'est des vies humaines. C'est important, l'humain. Ah oui, mais. Ouais. Ah ouais, l'UEFA, c'est. Allez, le pronostic avec Arnaud Romera. L'UEFA, c'est autre chose, là. Lyon, Juventus. Avec l'énergie du désespoir, je dis 1-0 pour Lyon. 1-0 pour Lyon. Alisson. 3-1, doublé de Cristiano Ronaldo. Myriam. Victoire de Lyon, 2-0. Et Bruno. 3-1 pour la Juve au Groupama Stadium. Eh ben, on verra. Géraud. 2-1, juin, doublé de Dembélé. 2-1. Pour Lyon. Ok. Contre Dorado. 3-0 minimum. Ouais, 3-0 minimum. Pour qui ? Pour la Juve. Ah, bah, bien sûr. Pour la Juve. Abdel. Un partout. Un partout pour Abdel, assez serein. Et le coach Etolé, on termine avec toi. Abdel, un partout avec un gros match de Lyon. Ah ben, on verra bien. On verra bien. Un grand merci à Géraud Viouami d'avoir été avec nous, justement, le rédacteur en chef de bjfoot.com, et aussi à Arnaud Romera d'avoir été avec nous. Grand merci Arnaud. Vraiment. Merci à vous, surtout de votre accueil, c'était très sympa. C'était très sympa de vous avoir avec nous. Rendez-vous demain à partir de 19h jusqu'à 20h. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Café des Artistes et Morad. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.